Voyage dans le temps. Voici notre sujet. Durant le confinement, l'espace nous a cruellement manqué. Nous étions enfermés. L'idée même de voyager était juste inenvisageable. Le voyage est donc devenu intérieur et introspectif durant ces semaines. Et finalement, nous nous sommes demandé si l'on devait toujours voyager physiquement pour découvrir le monde. Le temps, lui aussi, a totalement changé de nature. Il s'est étiré, il a ralenti. Nous allons expérimenter et écouter différentes perceptions du temps et de l'espace pour faire un voyage immobile au creux de nos canapés, à la fois ensemble et séparés physiquement. Ce que nous vous proposons aujourd'hui, c'est une sorte de Zoom Next Level avec un programme très varié. Des sons immersifs enregistrés en binaural, des interviews, de la musique live, des vidéos et bien sûr un chat pour poser des questions et interagir avec nous. Nous avons 3 invités que je vais vous présenter. Tout d'abord, Caroline Corbasson, qui est une artiste visuelle qui vit et travaille à Paris. Caroline explore comment l'observation de l'espace et le perfectionnement des outils astronomiques ont provoqué une rupture entre la perception de l'individu moyen et celle des scientifiques. Ses dessins, ses sculptures et aussi ses vidéos explorent la place de l'humain dans l'univers. Elle met en rapport l'infiniment grand et l'infiniment petit, perceptible grâce aux outils de la science. Son travail a été présenté dans de nombreuses institutions internationales, que ce soit en Angleterre, à Newcastle, à Séoul, en Corée et aussi en France, au Musée des Arts et Métiers à Paris. En 2017, elle a réalisé avec le soutien du CNRS et du Laboratoire d'astrophysique de Marseille un film expérimental à l'Observatoire européen austral dans le désert de l'Atacama. Vous pourrez en voir un extrait. Notre deuxième invité, Antoine Bertin, a suivi un parcours scientifique et d'ingénierie sonore à l'École nationale supérieure Louis Lumière et au London College of Communication. Il travaille à l'intersection de la science et de la sensorialité. Il explore notre relation à l'environnement à travers la narration audio, la sonification et la musique. Il est à la fois artiste et fondateur du studio de création sonore Sound Anything. Son travail a été présenté à la Tate Britain à Londres, au Palais de Tokyo à Paris, à la Serpentine Galerie et aussi sur NTS Radio. Notre troisième invité ce soir est à New York. Michael Valleanu est un guitariste français qui est installé là-bas à New York depuis 2008. Il est l'auteur de 3 albums solo et s'est produit dans les meilleurs clubs du monde et dans énormément de festivals un peu partout. Depuis 2017, Michael va une fois par an au Chili pour s'y produire et aussi pour rencontrer et travailler avec des jeunes musiciens de la Escuela de Música Papageno qui se situe non loin du volcan Villarrica dans la région de l'Araucanía. Michael va jouer pour nous un morceau en direct et je lui laisse la parole et je vous retrouve juste après. Bonjour, merci Cécile. Le morceau que je vais vous interpréter est dédié au volcan Villarrica qui se trouve dans la région de l'Araucanía au Chili où donc, je me suis rendu ces 3 dernières années. Et donc c'est l'école avec laquelle je travaillais, donc on campait à l'orée d'un lac euh, qui, on avait une magnifique vue sur ce volcan tous les matins. Donc la dernière fois que je suis rentré de mon voyage, j'ai composé ce morceau dédié au volcan Villarrica. Et c'est parti.
Merci beaucoup, Michael, Merci. pour ce morceau. C'était très touchant, très émouvant de savoir aussi que tu es loin de nous, mais avec nous. Ce soir, on va bien sûr parler d'espace, car il est nécessaire au voyage. Alors tout d'abord, à tous ceux qui sont avec nous ce soir, derrière leur écran, je voudrais vous poser une question, parce que notre perception à chacun est unique et différente. Alors pour vous, finalement, l'espace, c'est quoi? Si vous ne deviez utiliser qu'un seul mot pour définir l'espace, vous mettez quoi? Vous nous répondez dans le chat pour nous dire comment vous voyez l'espace. Et pour nous, l'espace, c'est beaucoup de choses. Ah, Aude nous dit que pour elle, c'est une sensation. Oui, c'est aussi une sensation. Pour nous, c'est aussi un peu probablement le vide dans lequel existe notre monde. Exactement. Donna aussi voit le vide. Et pour nous, c'est ça, c'est une confrontation aussi à l'immensité. C'est parfois quelque chose qui nous dépasse. Je vois profond la liberté, une respiration, un endroit sans dessus ni dessous, ou sans dessus-dessous. Et voilà, c'est ça, c'est quelque chose qui nous dépasse, qui nous effraie. Pour certains, c'est une immense solitude, pour d'autres, c'est vraiment le luxe ultime. C'est un espace intérieur infini. Voilà, les déserts sur la Terre sont des territoires particuliers, ils sont extrêmes et ils procurent en fait à ceux qui ont la chance d'y aller une très forte sensation d'espace et une très forte sensation de liberté. Les déserts sont à la fois des lieux uniques de réflexion et aussi des lieux uniques de résonance. Ils amplifient et ils exacerbent nos sensations. Alors ce soir, je voudrais vous emmener au Chili. Le Chili, vous avez peut-être compris, c'est le pays qui relie un peu nos trois invités. Ils y ont été chacun. Allons donc au Chili, dans le désert de l'Atacama. C'est un désert très particulier. C'est un désert situé à 3000 mètres d'altitude qui marque la frontière entre le Chili, la Bolivie et l'Argentine. Tout au long de cette barrière naturelle, des volcans frôlent les 6000 mètres d'altitude. Ils sont entourés de lagunes turquoises et de geysers. Bien sûr, la plupart des déserts ne datent que de quelques milliers d'années. Je ne sais pas si vous saviez, mais le Sahara, par exemple, était encore vert il n'y a que 5000 ans. L'Atacama, lui, est aride depuis au moins 7 millions d'années, peut-être même 20 millions d'années, ce qui en fait un lieu unique de recherche archéologique. Et aussi à cet endroit, l'autre chose qui le rend unique, c'est que des astronomes étudient l'univers avec les télescopes les plus puissants du monde, car la transparence du ciel permet de regarder jusqu'aux confins de l'univers. Ce désert, quelque part, est un paysage préhistorique qui nous permet de regarder les étoiles et de regarder le passé. Caroline Corbasson est passionnée par l'univers, par la science et par notre rapport au monde. Elle a été là-bas pour réaliser un film qui dure 17 minutes. Vous allez en découvrir avec nous les 5 premières minutes et nous aurons ensuite le plaisir de discuter avec elle. Voici un extrait de son film. On se souvient toujours de l'endroit où l'on était, de ce que l'on faisait au moment d'un grand bouleversement. On se souvient de cet instant à la seconde près. Et ce souvenir entre et se dépose comme de la cendre dans notre esprit.
cet instant, à la seconde près. Et ce souvenir entre et se dépose comme de la cendre dans notre esprit. Voici l'endroit le plus aride du monde, le plus limpide, le plus immobile du monde. Cette terre est faite du souvenir des hommes, de leurs messages, de leurs os réduits en poudre. Ici, la nuit existe encore. On cherche dans le cosmos la poussière des origines. Cette phrase, Merci. on cherche la poussière des origines, ça résonne tellement fort. Quand on a discuté, tu m'as dit être venu dans l'Atacama pour les télescopes, mais qu'en fait, le désert t'avait profondément marqué. Est-ce que tu peux partager avec nous pourquoi? Oui, moi, à l'origine, j'étais très attirée par cet observatoire Paranal dont j'avais entendu parler, qui est l'observatoire qui possède les plus grands télescopes du monde. Et c'est vraiment cet observatoire qui m'intriguait. J'avais envie à tout prix d'aller le visiter. Son caractère très inaccessible le rendait encore plus intriguant et attractif. Euh, mais je ne m'attendais pas du tout à cette confrontation au désert, qui a été véritablement une surprise et qui m'a profondément marquée. C'est la première fois que je faisais l'expérience du désert. Et j'ai vraiment eu une sensation semblable à celle de la page blanche que je peux avoir quand je dessine, comme si tout d'un coup tout devenait très limpide, très clair. Ça a ouvert un espace dans ma tête, un espace inattendu, et ça a fait bouger beaucoup de choses après par la suite. Donc, c'était une expérience vraiment forte, quoi, et d'autant plus que j'y allais sans attente. Enfin, en tout cas, pas, je n'attendais rien particulièrement du désert. J'en attendais beaucoup de l'observatoire, mais voilà, j'ai été surprise et donc dans le film, je parle beaucoup de la poussière, en fait, de ce désert. Oui, parce que le fait qu'il soit en altitude aussi, c'est sûrement particulier. Il y a beaucoup de vent là-bas. Les conditions sont extrêmes. C'est extrêmement aride. Il fait extrêmement chaud.
Et l'altitude fait qu'on est toujours un peu essoufflé. Donc physiquement, on le ressent très fort, ce paysage. Le silence aussi est vraiment particulier. Et puis bon, ce qui est le plus impressionnant, c'est la limpidité du ciel, sa transparence, le fait qu'on a l'impression vraiment d'être dans l'espace, de pouvoir toucher la Voie lactée. Et ça, c'est une expérience qui est très rare aujourd'hui. J'ai réalisé là-bas à quel point on était privé des étoiles tout le reste du temps. Oui, et c'est vrai que les étoiles font partie de ce que tu aimes regarder beaucoup. Donc, ça a dû effectivement être une expérience très forte. Voilà, Et ouais. ouais, non, mais merci de partager avec nous tes sentiments un peu que tu as pu ressentir profondément à ce moment-là et les émotions que ça a pu faire naître. Et je trouve qu'on sent toutes ces émotions en fait au travers de ton film, de cette bande son, de ces paroles, de voilà. Et là encore, ça n'est que 5 minutes sur la totalité des 17 minutes, avec une qualité Zoom malheureusement fait un peu tressauter l'image. Ouais. Mais voilà, on a vraiment, on a ressenti un peu, on t'a accompagné dans ton voyage dans l'Atacama. Et Antoine, qui est en ce moment en studio, en train Oui. en même temps de mixer notre événement, lui aussi, toi aussi, tu as été dans le désert de l'Atacama. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce que ton séjour avait de particulier? Et puis aussi, comme toi, tu es plus intéressé peut-être par les sons, est-ce qu'il y a des sons uniques et particuliers là-bas? Oui, alors c'est vrai que c'est un endroit que j'avais beaucoup fétichisé visuellement. On voit beaucoup d'images, mais enfin en général des endroits distants, on voit beaucoup de Google Ouais. Images. Et donc évidemment c'est très différent quand on y arrive, mais c'est vrai que j'avais aucune idée au niveau du son, quoi, de à quoi ça allait ressembler. Et j'avais jamais été dans aucun autre désert aussi. Et donc c'était très particulier pour moi. En fait, il y a une toile de fond sonore donc qui est très très silencieuse. Enfin, c'est un espace gigantesque et désert par définition. Et en fait, sur cette toile se détachent du coup plein de petites nuances sonores. Donc, ce qui m'a frappé en particulier, c'est vraiment le vent. En fait, il y a énormément de nuances de vent différentes. Il suffit qu'il y ait un petit peu un sol différent, un peu plus rocheux, et puis à côté il y a des petites herbes où il n'y en a pas. Enfin, et on a plein de vents différents. Donc j'en jouais un petit peu là en fond de conversation en essayant pas non plus de vous noyer dans le vent. et, et voilà. Alors après, il y a des sons évidemment qui sont sortis du lot, un petit peu comme des sortes de petites pop stars de la chose. Et c'est quelqu'un s'ouvre un cocktail dans le fond. C'est normal, ça fait partie de l'expérience. Et donc c'est par exemple un son que j'ai joué au début, mais que je remixerai un petit peu après. C'est dans la vallée de la Lune. Il y a des roches qui sont faites de sel, et le soir, en fait, la température donc redescend fortement et le sel se met à craquer de par ce changement de température, cette dilatation de la matière. Donc ça, c'était incroyable. Et un autre exemple, et en fait que je vais vous jouer maintenant, c'est celui du flamant rose. Et je me suis rendu compte de ma bêtise en fait en voyant, c'est que je ne savais pas quels sons ils font. Donc vous allez découvrir ça, et peut-être vous pouvez partager votre surprise comme la mienne sur le chat quand vous l'entendez. Une dernière note sur ce son, c'est que c'est un endroit qui est très grand, oui. Il y a aussi pas mal de tourisme, et heureusement le tourisme est aussi balisé, parce que c'est des endroits qui sont très fragiles, et donc les touristes sont un petit peu... Donc moi je me suis retrouvé souvent dans des couloirs de touristes, et les touristes ça fait du bruit, et donc évidemment je les ai enregistrés pour notre plus grand plaisir. Donc je vais jouer un extrait de quelques minutes, voilà, de touristes plus flamant rose. Mira, mira. Foto, 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 foto. Foto, 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 foto. De la sombra. Ah, mira qué bonita. Joder, qué color más bonito que el móvil. Ay, qué bonito de Un momento más bonito. Fotogrupo.
Voilà, donc en effet, ouais, quelqu'un me dit photo le flamant rose, donc c'est vrai. Et après, voilà, je sais pas si vous avez eu aussi une girafe en plastique quand vous étiez petit. C'est plus beau que le plastique quand même, mais ça ressemble peut-être. C'est assez intéressant de voir à quel point, ouais, en fait, on arrive à voyager comme ça dans le son. Tout d'un coup, je me suis sentie dans la foule, au milieu de tout le monde, en train de crier photo, photo, photo. Et c'est vrai on a envie d'être transporté, on a envie de voyager. C'est vrai, c'est clair. C'est vraiment tout ça qu'on a envie de faire. Quand on repense au thème de notre événement aujourd'hui, le voyage dans le temps, c'est aussi un thème, en fait, un des grands thèmes de la science-fiction. C'est l'idée d'aller revivre le passé ou de découvrir à l'avance le futur. C'est un travail de construction qui est fait d'aller et retour entre mémoire et prospective. D'où venons-nous? De quoi sommes-nous faits? Qu'avons-nous tous en commun qui nous relie au monde et les uns avec les autres? Caroline, je sais que ces questions fondamentales t'intéressent particulièrement et qu'à travers ta pratique artistique, tu cherches vraiment à nous aider à mieux comprendre d'où on vient. Est-ce que c'est pour ça que tu t'intéresses autant aux étoiles? Oui, moi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est que ces lieux très scientifiques, où a priori tout est un peu aseptisé, finalement, j'ai réalisé en les fréquentant que la recherche, enfin la grande quête, même dans ces endroits-là, c'est une quête assez spirituelle et mystique. C'est la quête des origines. L'origine de l'univers, d'où on vient. Et c'est aussi quelque chose que j'ai découvert vraiment en rencontrant des chercheurs et auxquels je ne m'attendais pas. C'est que ces chercheurs il y a une forme d'obsession un peu pour l'origine. Et pour la vie en général. Finalement, c'est une recherche autour de la vie. Donc oui, moi, ça m'a marquée et j'ai eu envie de transmettre ça aussi à travers mes dessins. Donc c'est pour ça que, généralement, je m'intéresse à des échelles, vraiment des rapports d'échelle de l'infiniment petit à l'infiniment grand, en essayant de balayer comme ça, une sorte de télescopage entre, quelque chose de très intime, de minuscule, jusqu'à, l'immensité, le vertige de l'espace, du vide, de l'infini et de toutes ces sensations. Hem, voilà, ouais. Est-ce que ton travail est pour moi très poétique, en même temps puissant, mais en même temps très poétique. Et justement, est-ce que tu as ce sentiment en fait, de faire une forme de poésie visuelle? Disons que je porte un regard poétique sur les lieux de la science. Les lieux de la science qui, a priori, ne sont pas poétiques, qui sont comme des décors, plutôt froids, plutôt, rigides, où tout est calculé au micron près, où il y a peu de marge, d'erreur, où il faut toujours prouver, tout ce que l'on avance. Et la poésie, c'est un peu l'inverse, c'est, la liberté, l'émotion, la sensation, heu et moi j'aime bien déceler le poétique chez le scientifique. Oui, et c'est ça justement que je trouve particulièrement intéressant aussi dans ce que tu fais passer comme message dans ton travail, c'est-à-dire qu'en fait, tu arrives à rendre accessible et émotionnel quelque chose au départ de hyper technique, très froid, très rationnel. Et tout d'un coup, en fait, on voit ça de façon tout à fait différente et décalée. Et je trouve que ça nous rend plus humains encore. Mais on se rejoint beaucoup avec les scientifiques. Moi, j'ai réalisé ça, c'est que, beaucoup de scientifiques sont extrêmement sensibles et très sensibles à l'art et à la poésie et finalement, scientifiques comme artistes font appel à leur imaginaire pour, apporter des réponses à des grandes questions.
juste des histoires de langage différents qu'on emploie, mais on a vraiment des points communs et on s'entend très bien. Oui, mais ça se voit. Et Antoine, je voudrais savoir, toi, un petit peu, puisqu'on parlait un peu du passé, de l'histoire, mais aussi de la mémoire, est-ce que tu as, est-ce que tu as une relation particulière à la mémoire? C'est-à-dire, ce que je me demande, c'est comme tu es quelqu'un qui est très intéressé par le son, est-ce que tes souvenirs sont forcément liés au son ou il y a d'autres sens qui te permettent de te souvenir des choses? Comment ça fonctionne dans ton cerveau? Waouh, ça je sais pas dire comment ça fonctionne dans mon cerveau, mais non, un truc que je peux raconter, c'est en fait l'inspiration pour aller dans le désert de l'Atacama. C'était un documentaire qui s'appelle Nostalgie de la lumière, qui a peut-être une dizaine d'années déjà, et en fait qui parle, je vais essayer de résumer ça clairement, mais du fait que dans l'Atacama, il y a trois passés qui se rencontrent. Un passé très distant qui est celui des astronomes dont on parlait, donc d'observer de la lumière très lointaine qui met des milliards d'années à nous parvenir. Et donc un passé qui est moyennement distant, qui est celui plutôt des archéologues. Et donc comme c'est un désert, c'est un endroit très sec, ça permet aux astronomes de voir très facilement l'atmosphère et ça permet aux archéologues de trouver plein de choses qui ont été préservées par cette sécheresse des civilisations préhispaniques. Et un passé qui est très récent, trop récent, qui est celui de Pinochet, qui a fait un usage originel du désert, qui a mis ses prisons et aussi qui s'en est servi pour cacher ces meurtres et faire des fausses communes en fait. Et donc voilà, et ce qui est intéressant, c'est que c'est ce passé plus proche évidemment qui est presque impossible de discuter, de parler, alors que le passé très lointain, celui des étoiles, est beaucoup plus simple à aborder et très à la mode ou très en vogue au Chili, où il y a beaucoup d'astronomes professionnels, mais aussi d'astronomes passionnés, parce que les ciels sont tellement énormes. Donc voilà, donc après, pour répondre à ta question, moi, ça, ce qui a un peu guidé mon voyage là-bas, qui était un voyage touristique. J'y ai travaillé aussi à enregistrer des sons et générer des compositions dont je parlerai tout à l'heure. Mais voilà, j'avais ça à l'esprit et le son, en fait, je pense qu'on retrouve tout ça un petit peu dans le son. Là, on a parlé d'astronomie, d'archéologie et peut-être de plus de social, de presque présent. Dans le son, il y a toute cette dimension-là. Il y a des sons très... on a l'impression qu'ils vont toujours être là. C'est le vent qui ne fait que souffler tout le temps. Il y a des sons qui apparaissent comme ça en 2 secondes. Il y a un oiseau qui passe et il vous a rencontré là au détour d'un chemin et personne d'autre n'a vécu ça. Donc il y a toujours un petit peu cette géométrie-là qui se rencontre. Voilà. Et sur un autre registre un peu plus léger, je sais que tu as goûté là-bas en fait un cocktail qui visiblement t'a inspiré et marqué et que tu voudrais partager avec nous la recette. Ouais, j'ai fait un petit cocktail ASMR. Voilà, donc si vous ne l'avez pas, voilà, servez-vous un verre. Voilà, vous n'êtes pas obligé de faire le cocktail maintenant, sauf si vous êtes vraiment motivé, mais il y a des ingrédients un petit peu difficiles à trouver, mais vous l'aurez pour la prochaine fois. Et ouais, il s'agit du pisco. Alors je vais lancer cette vidéo. Mais il me faut quand même quelques secondes, parce que je ne suis pas un professionnel de Zoom. Pisco Sour est un cocktail à base de pisco et de citron, comme le suggère le terme anglais sour, qui fait référence à l'acidité du citron. Les Chiliens et les Péruviens se disputent l'invention du pisco, un alcool à base de raisins de type muscat. Ils se disputent d'ailleurs également l'invention du pisco sour, qui serait apparu en 1872 précisément à Iquique, ville du Chili, qui à l'époque faisait partie du Pérou. Mais trêve de dispute. Pour fabriquer votre pisco, il vous faudra du pisco, un citron, un blanc d'œuf, du sirop et quelques gouttes d'angostura, un alcool élaboré à partir de rhum, de gentiane et d'orange. Dans l'Atacama, les Chiliens font macérer plusieurs semaines dans le pisco une plante locale, la ricarica, un buisson des montagnes au goût mentholé qui ressemble à de l'herbe mais qui n'en est pas.
Une fois ces ingrédients réunis, il ne vous reste plus qu'à les mélanger dans un shaker avec des glaçons. Dans le désert, l'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Alors, on vous enverra bien sûr la recette par mail, le lien vidéo pour que vous puissiez la réécouter, réaliser le cocktail chez vous. Je ne sais pas si ça vous tente d'ailleurs, ça a l'air assez C'est délicieux, intéressant. vraiment délicieux. Donc, en fait, ce qu'on vient d'apprendre, c'est que le pisco, c'est donc une eau de vie de raisin. Et alors, c'est donc un spiritueux. Et spiritueux, ça vient du latin spiritus, qui signifie souffle, parfum et esprit. Et c'est aussi la même racine qui a donné spirituel. Je pense que là, on est vraiment français pour arriver à avoir spiritueux et spirituel qui viennent de la même chose. Voilà, c'est donc une transition parfaite pour moi qui veut parler de spiritualité. Aujourd'hui, la notion de spiritualité prend une place de plus en plus importante dans nos vies occidentales. On ressent tous ce besoin, on pratique quotidiennement la méditation, le yoga, on imagine des voyages initiatiques ou des retraites spirituelles ou les deux. Et ce n'est pas forcément toujours à l'autre bout du monde. Des voyages intenses et mémorables peuvent se faire juste à côté de chez nous, à un rythme plus lent. Et ce besoin est vraiment global et il nous touche tous. Caroline, dans le film Atacama dont on a vu un extrait, que tu as donc réalisé maintenant il y a 3 ans, en 2017, pour la première fois dans ton travail, il y a un personnage humain qui est apparu. Alors, est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce qu'il est apparu là et pourquoi à ce moment-là? C'est vrai que l'humain est assez absent de mes travaux en général, mais c'est une absence, enfin pour moi l'humain se place en tant qu'observateur. Disons que ce que je cherche à traduire et à partager, c'est quelque chose d'assez universel. Et donc, dans mon travail, l'humain, il est comme en retrait face à l'univers qui l'observe, à l'univers qui le dépasse, euh, et je n'avais pas trop de facilité à raconter mon intimité dans mon travail. Donc, l'humain est toujours resté un peu comme un observateur en retrait. Et finalement, c'est ce médium du film qui m'a fait passer un cap où j'avais envie, grâce au médium du film, qui est très complet, puisqu'il y a aussi la présence de la musique qui est très importante. Je trouve que la musique, d'ailleurs, traduit la spiritualité très bien. Et ce médium du film était l'occasion de faire apparaître un personnage. Et, et de plus en plus, je crois que je me rapproche de l'humain. Mais c'était comme un grand dézoom pour moi. Il fallait que je parte du ciel pour arriver jusqu'à l'humain. Et donc, ça a été un chemin. Mais je crois que pour raconter une histoire, à un moment, on a besoin d'une voix, d'un personnage. Et il est encore très énigmatique et ce n'est qu'une silhouette dans Atacama. Mais dans mon second film, on voit de plus en plus d'humains, de chercheurs. Et je me rapproche un peu des visages. Et voilà. Oui, c'est intéressant que tu racontes justement ce voyage que tu as fait en fait du très très loin avec vraiment la dimension de l'espace, des étoiles et pour arriver finalement à revenir en fait au cœur de l'humain et de la chaleur en fait, passer d'une forme de température froide jusqu'à une forme de température chaude et, Mhm. ça éclaire ton travail différemment quand tu racontes ça. Je trouve que c'est vraiment intéressant et aussi que tu aies vu là, à ce moment-là, un espèce de moment de bascule où à partir de là, tu as eu envie d'avoir un peu plus de présence humaine et parfois de le retrouver dans certaines expressions de ton travail. Mais je crois Et que c'est ce que produit le désert et les observatoires en général. On est confronté à quelque chose de tellement désincarné. Enfin, ces paysages finalement nous ramènent à notre humanité, notre fragilité. Donc je pense que c'est pour ça aussi, j'ai ressenti ça là-bas. Et puis l'observatoire, le décor très technologique aussi fait finalement
opère une sorte de contraste entre toutes ces machines et la fragilité de l'humain et ses gestes au sein de ces observatoires. Ça m'a beaucoup inspirée. Et je me souviens quand on avait discuté pour préparer cet événement, tu m'avais dit aussi que tu avais une relation un peu particulière avec les chercheurs. Et je voudrais bien que tu en parles et aussi de la façon dont eux, ils voient ton travail. Alors, les chercheurs, oui, là, je commence un peu à tisser des relations depuis plusieurs années avec certains. On a des échanges qui sont super intéressants. Certains sont très sensibles à l'art, d'autres absolument fermés, mais c'est toujours intéressant de converser avec les deux. Euh, mais de manière générale, moi, j'ai été frappée par leur générosité, le temps qu'ils ont accordé à mes projets, l'aide que j'ai pu recevoir, parce que tous ces projets ne se bâtissent pas tout seuls. Il faut beaucoup d'énergie et c'est vraiment un travail d'équipe pour parvenir à faire un film, notamment. Et donc, plutôt très agréablement surprise par leur ouverture d'esprit et finalement même leur motivation à ce que les choses se fassent. Donc, des échanges vraiment fertiles et riches, quoi. C'est bien. Je trouve que c'est intéressant justement que tu arrives à tisser ces liens et qu'il y ait une espèce de forme de transdisciplinarité qui soit en train de se faire, en fait, des échanges. Je pense que c'est vraiment ce dont on a besoin dans le futur. Je sais pas, alors pour répondre à la deuxième partie de ta question, je sais pas comment ils voient mon travail. Les échos que j'ai pu avoir, c'était que pour certains, ça pouvait les reconnecter un peu à une forme d'émerveillement naïf qu'ils avaient enfant en regardant le ciel et qu'ils avaient un peu perdu au fil de leur travail, de leur recherche et des années. Voilà, quand le ciel devient un objet de recherche, peut-être qu'il perd un petit peu de son caractère merveilleux et que l'art permet parfois de reconnecter avec des sentiments comme ça, des émotions primitives un peu. C'est intéressant, c'est justement là où quelque part tu arrives à leur donner un accès à leur spiritualité. Et en fait, J'aimerais, mais bon, en toute humilité, je ne sais pas si. Voilà. C'est un écho que j'ai eu une fois, mais en tout cas, ça m'avait fait très plaisir. Ouais, mais je trouve que c'est vraiment. Ouais, Je ne vais pas non plus avoir la prétention de Non, mais je trouve procurer que ça chez tout le c'est monde. intéressant justement de ce travail global que tu fais, d'arriver à remettre des choses dans une autre perspective et de montrer en fait comment en fait il peut y avoir de l'émotion dans la science et comment la science n'est pas uniquement euh, le lieu du, de la froideur et de l'analyse pure et au contraire comment on peut retrouver un peu un regard d'enfant qui découvre le monde quand on a 4 ou 5 ans. C'est quelque chose, je trouve, ça permet de remettre de la magie dans la vie, là où on l'avait un peu enlevée avec le temps. Oui, là où elle est en fait, mais où on ne la voit plus. C'est ça, c'est ramener son regard autrement. Et Antoine, toi aussi, tu t'es retrouvé quand tu étais dans l'Atacama à travailler un peu avec des scientifiques ou en tout cas à utiliser un peu des données que tu as pu trouver là-bas, que des scientifiques enregistraient là-bas. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus ce que tu as fait, ton travail sur les vents stellaires, et si pour toi c'est lié à une notion de spiritualité? Oui, alors là vous parliez de rapport science-art et un petit peu ce regard, l'émerveillement retrouvé et tout ça. C'est une énorme partie. Moi je trouve aussi que la collaboration artiste-scientifique avec les artistes peut apporter des vrais éléments de science que les scientifiques n'auraient pas vu. C'est à la fois une vue de l'esprit et en même temps j'aime bien cette idée-là. Je trouve que c'est assez, ça porte en tout cas pas mal de l'énergie que je mets dans ce que je fais et je pense que ça se produit de plus en plus à cette intersection. Ou en tout cas ça se produit encore, ou je ne sais pas, bref, tout va bien. Oui, alors, je racontais. Vent stellaire, donc ouais, moi ça m'a intéressé. En fait, quand je vais dans un endroit et que j'essaie un petit peu, c'est l'équivalent du carnet de notes, peut-être pour d'autres artistes papier. Moi, c'est un petit peu les enregistrements et j'aime bien avoir un côté sur le terrain et un côté
la science qui se cache derrière l'endroit dans lequel je me trouve. Donc j'ai essayé d'établir une collaboration avec une équipe qui a travaillé au télescope ALMA, qui est donc un des télescopes, un radiotélescope qui se trouve dans le désert de l'Atacama. C'est une équipe qui a travaillé en particulier sur les vents stellaires. Et voilà, j'ai choisi un petit peu ce thème parce que ça m'intéressait, ce rapport entre le vent dont on fait l'expérience dans le désert, dont je parlais tout à l'heure et qui est très très présent. Enfin, c'est presque que du vent. C'est magnifique. Et voilà, comment est-ce qu'on peut faire l'expérience d'un vent qui est à des milliards d'années-lumière et puis qui est complètement autre chose en fait. Qui est du mouvement toujours de particules, mais pas forcément de l'oxygène et du CO2, d'autres composés voilà, qui se trouvent très loin. Donc, je vais jouer un extrait de ce à quoi ça ressemble de quelques minutes, juste pour donner un petit peu de contexte, parce que c'est pas forcément évident le principe de fabrication de cette chose. Donc, je pratique ce qu'on appelle la sonification. Donc, c'est l'art de transformer des données en son. C'est quelque chose dont on fait l'expérience tous les jours autour de soi, même si on ne le nomme pas comme ça. Donc, j'aime bien l'exemple de la pendule, l'aiguille des minutes ou des secondes d'une horloge qui fait tic-tac. On peut définir ça comme une sonification du temps. On entend le temps. Il y a aussi, par exemple, la sonnerie d'une porte du métro qui signale un danger. Et donc, c'est transformer une information en son et donner du sens au son. Et donc là, je travaille avec une équipe qui devait mesurer les vitesses de déplacement, les différents éléments chimiques qu'on trouve dans ces vents stellaires distants. Et j'ai transformé ça en son. C'est observé avec un radiotélescope, donc chaque espèce chimique a une fréquence lumineuse bien particulière qui permet de la voir. Et voilà, cette fréquence a été transposée en fréquence sonore. Et ce qu'on entend, en fait, c'est les mouvements de ces particules et voilà, ce que peut être un vent stellaire. Donc je vais jouer ça au lieu de parler trop. Pendant qu'Antoine se prépare, si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à les écrire dans le chat. On sera ravis de les prendre après. Voilà, je vous laisse écouter. Voilà, donc on entend ces différents mouvements de particules situés très loin dans l'univers. Et une dernière information, c'est que le son est fabriqué à partir de singing bowls, qui sont ces bols de chant et de méditation originaires d'Asie. Voilà. Ouais, c'est intéressant parce que ça fait un peu la même, ça a effectivement pour moi une connotation très spirituelle. Ça fait un peu la même chose que
que certains mantras utilisés en yoga, en fait, ou les moines qui chantent, en fait, avec une vibration, euh, tu sais, des os de ton crâne et qui donne quelque chose de très particulier. Et c'est vrai qu'en plus, avec la stéréo au casque, en fait, on est totalement... c'est un peu hypnotique, en fait. Ouais, c'est ça. Caroline Gomez, je vois passer dans le chat hypnotique, c'est tout à fait ça. Donc, Ouais, j'aime bien cette idée de méditer sur la science ou de faire l'expérience de la science d'une manière plus ouais, sentimentale, quoi. Et c'est vrai que ces instruments, ils sont situés à une intersection intéressante entre science et thérapie et art. Ils sont utilisés dans des séances, enfin, dans la religion, dans des séances de relaxation, dans des trucs qui sont très pseudo-scientifiques, d'autres qui sont très scientifiques mais très originales. Enfin voilà. Et donc c'est un petit peu le choix vient un petit peu de là, quoi. On est toujours à l'intersection entre science et croyance et explorer tout ça. alors, on a une question pour Antoine. Ici, la vibration est limite insupportable, tant c'est fort, mais j'adore. Donc voilà, c'est entre les deux, hein. Comment décidez-vous de l'intensité? Oui, non, mais c'est une bonne question parce que la sonification, c'est ça, c'est comment est-ce qu'on passe de cette information qu'on a actualité au son. Donc on entend qu'il y a plein de sons de fréquences différentes distordues. Donc ça, c'est les différentes espèces chimiques. Et le volume, en fait, c'est la vitesse à laquelle ça se déplace dans le vent. Donc plus c'est rapide, plus on les entend. Donc des fois, il y a un peu des bourrasques de bol, de bol de méditation. C'est parce qu'il y a un courant de vent important. Voilà. Alors, je vois on est bien en France où les gens sont timides, même par un chat pour envoyer des questions. Donc, moi, je vais avoir une question pour Caroline. En fait, tu as une pluralité de supports dans ton expression artistique. Tu utilises beaucoup de supports différents et je voudrais savoir, en fait, qu'est-ce que ça t'apporte et comment est-ce que tu choisis un support plus qu'un autre sur tes projets? Disons que c'est pas le même défi pour chaque support. Le dessin, c'est, mon support vraiment originel. C'est, le médium qu'on pratique, depuis l'enfance. C'est quelque chose de très naturel et qui me suit encore aujourd'hui. Hem, J'aime beaucoup, cette immédiateté dans le dessin et le rapport et puis le fait que ça demande très peu de moyens aussi. Avec, voilà, un papier, un crayon, on peut créer tous les univers, du monde, quoi. C'est vraiment, le médium qui traverse, ma pratique depuis toujours. Ensuite, je pense que, comme un chercheur, j'ai besoin d'explorer et ça passe par différents médiums. La sculpture est venue pendant mes études aux Beaux-Arts où j'ai commencé à fabriquer des objets en volume. Et par la suite, je crois que je ressentais un peu les limites du dessin et de la sculpture et que j'avais envie de raconter vraiment une histoire avec, de la musique, du son, une histoire, un récit, et c'est aussi un défi que je me suis lancé parce que, quelque part, oui, si je devais résumer les choses, le dessin et la sculpture, je les ai étudiés aussi aux Beaux-Arts. Donc pour moi, il y avait, quelque chose d'académique quand même lié à ces 2 médiums et alors que le film, je me sentais complètement libre puisque j'avais pas du tout appris à faire du cinéma. Je me sentais, j'ai vraiment dû travailler à l'intuition pure et ça m'a beaucoup plu de me sentir vraiment comme ça, j'avais assez peu de références, assez peu de, je n'avais aucune connaissance sur comment on pouvait fabriquer un film et donc j'ai adoré découvrir tout ça en faisant. Mais, c'est sûr que ça demande un investissement énorme quoi de faire un film puisque c'est un travail d'équipe, c'est un travail de longue haleine, ça à peu près 1 an de préparation pour 1 semaine de tournage, pour ensuite, 3 mois de montage. Enfin c'est des temps longs Oui, alors j'ai et une question du public, mais qui justement au moment où tu expliques le process, la mmh. longueur, la complexité, en plus c'est un travail d'équipe de faire un film, quelle est la place de l'improvisation dans vos travaux, s'il y en a une? Est-ce qu'il y a une place d'improvisation? Hem, L'improvisation. Hem, Par exemple, bah, alors quand je dessine, il y a toujours une phase de recherche qui est assez longue, une phase où je me nourris
de beaucoup de choses, de documents, de lectures, d'images. Et ensuite, je retranscris, je sors toutes ces choses un peu de leur contexte et puis je vais faire une retranscription personnelle. Mais donc il y a quelque chose d'assez contrôlé dans mes dessins en effet et dans les sculptures aussi, puisque ça passe par un protocole un peu de voilà, de recherche, d'étude, de construction, d'exécution. Ensuite, les films, c'est très différent parce qu'entre ce qu'on a prévu et ce qui se passe sur place pendant le tournage, il y a un énorme décalage. On a beau, tout organiser et tout planifier, on ne peut pas, contrôler, surtout ces films que je fais qui ont un aspect quand même documentaire où, je ne dirige pas d'acteurs et donc je vais filmer ce qui se passe sur le vif dans ces observatoires. Donc il y a, une large part de hasard. Ensuite, le montage, oui, c'est des choix et ça, c'est contrôlé à nouveau. Mais, mais je dirais que l'improvisation, elle a lieu aussi dans ce médium du film. C'est pour ça que c'est un médium qui est, pour moi, qui m'attire de plus en plus et auquel j'ai vraiment envie de me consacrer. Alors, on va prendre une dernière question. Il y a une des spectatrices, une des auditrices qui nous dit: l'extrait vidéo m'a bouleversée, la voix, les images. Comment arrives-tu à créer sans être submergé émotionnellement? Ou est-ce que tu es submergé? Mais je pense que, justement, c'est grâce à ce travail-là que j'arrive à exprimer les choses, quoi, et à pas me laisser submerger. Mais c'est aussi, oui, il y a un petit aspect thérapeutique, hein, dans la création artistique. Je pense que ça fait partie de cette pratique-là. J'ai été pas mal submergée dans le désert d'Atacama et ensuite, de pouvoir traduire les choses et les partager, ça apaise. Ouais, je comprends. Je comprends. Mmh. C'est vrai qu'il faut arriver à passer au-delà de cette émotion pour toi. Mais ce qui est intéressant, c'est que nous, en tant que spectateurs et en tant qu'extérieur et en train de regarder en fait ta production, nous, on ressent l'émotion. Donc, c'est vrai que je crois que c'est de toute façon, c'est cette émotion qui nous tient tous, c'est ça aussi qui nous fait vivre, c'est ça qu'on partage, que ce soit avec les différents sens qu'on a, que ce soit visuel, que ce soit avec ce qu'on écoute et ce qu'on entend. Mais je pense que voilà, c'est ça notre terrain commun et c'est probablement une jolie conclusion pour ce voyage dans le temps, de parler de nos émotions, surtout après des semaines un peu compliquées pour les uns et les autres et un moment de grand changement, grand bouleversement qu'on est tous en train de vivre. Mmh. Euh, donc, je voudrais surtout vous remercier tous d'avoir été là. Et puis, pour conclure ce moment passé ensemble, on va demander à Michael de nous jouer un morceau en direct. Et on se quittera après celui-ci. Donc, voilà, on espère que vous avez tous apprécié ce live. Et on vous dit à très bientôt et on vous laisse avec Michael. Alors, voilà, je suis de retour. Eh bien, pour finir, d'abord, bravo à tous et merci, ça m'a fait grand plaisir de découvrir votre travail. Je vais vous jouer un morceau, un arrangement que j'ai fait d'une mélodie du compositeur Hoagy Carmichael, donc une chanson américaine des années 30. Et j'aimerais vous en lire juste la première strophe, enfin vous la dire d'ailleurs, c'est It's not the pale moon that excites me, that thrills me nor delights me, it's the nearness of you. Donc c'est ta promiscuité qui me donne des frissons, qui me donne du plaisir. Et c'est un arrangement que j'ai écrit en forme de litanie pour moi-même, parce que voilà, ça me manque toujours d'ailleurs de jouer pour des gens physiquement. Donc je suis très reconnaissant de pouvoir jouer pour vous aujourd'hui. Voilà, merci. The Nearness of You. Alors.
Thank you.